Une chaise, une fenêtre, une simple bouteille. Tous les objets de notre quotidien nous racontent une histoire, pas seulement celle de leur fonction, mais aussi celle de la matière qui les compose. Alors pourquoi le bois pour l'un et le verre pour l'autre? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en plongeant dans le monde fascinant des objets et des matériaux. Cette question, elle peut paraître toute simple, mais la réponse est en fait au cœur de l'ingénierie et du design. Le choix d'un matériau, ce n'est jamais un hasard. Pour bien comprendre, on va examiner quelques objets que tout le monde connaît. Prenons une chaise. Sa fonction première, nous soutenir, bien sûr. Il lui faut donc de la robustesse, de la solidité. Le bois et le métal sont alors des choix évidents, mais le plastique peut aussi très bien faire l'affaire. Le choix final dépend toujours d'un équilibre entre la résistance, le poids et le coût. C'est notre premier indice. La fonction guide le matériau. Passons maintenant à la fenêtre. Là, c'est une autre histoire. La robustesse n'est plus le critère numéro 1. La priorité, c'est de voir à travers et d'être isolé des éléments extérieurs. Le verre devient alors le choix logique pour la vitre. Pour le cadre, en revanche, on retrouve des matériaux comme le bois ou le métal, choisis cette fois pour leur capacité à supporter le verre et à bien isoler. Et pour corser un peu les choses, regardons une lampe de bureau. Là, on a du métal pour la structure solide, du plastique pour l'interrupteur qui doit être isolant, du cuivre dans le fil pour bien conduire l'électricité, et peut-être du verre pour l'ampoule. Un seul objet, mais une multitude de matériaux. Ce qui nous amène à une distinction vraiment fondamentale. On vient de parler de chaises, de fenêtres, de lampes. Ça, ce sont les objets. Et on a parlé de bois, de verre, de métal. Ça, ce sont les matériaux. Comprendre cette distinction, c'est la clé pour saisir tout le reste. Un matériau, qu'est-ce que c'est au fond? C'est la substance brute, le bois, le verre, le plastique, que l'on va façonner pour donner vie à un objet et à sa fonction. C'est un peu la palette de l'inventeur. Et c'est là que ça devient fascinant. La relation va dans les deux sens. D'un côté, un seul objet, comme notre lampe, peut être un vrai cocktail de plusieurs matériaux. Et de l'autre, un seul matériau, comme le verre, peut servir à créer une infinité d'objets. Des fenêtres, des bouteilles, des lentilles de lunettes. Tout dépend de la fonction qu'on veut lui donner. Face à toute cette diversité, comment on s'y retrouve? Eh bien, les scientifiques ont mis de l'ordre en classant les matériaux en grandes familles. On va se concentrer sur les 3 qu'on croise le plus souvent, les métaux, les plastiques et le verre. Ce tableau résume tout parfaitement. On comprend d'un seul coup pourquoi un fil électrique est en métal, qui est un bon conducteur, et pas en plastique, qui est un isolant, ou pourquoi une fenêtre est en verre, transparent, et non en métal, opaque. Regardez bien, les plastiques et les métaux sont tous les deux résistants, mais leur différence de poids et de conductivité les destine à des usages complètement différents. Chaque famille a vraiment ses propres super-pouvoirs, mais aussi son talon d'Achille. D'accord, explorons la première grande famille, les métaux. Mais attention, dire métal, c'est un peu comme dire fruit. Il y a des pommes et des oranges. Alors comment faire la différence entre le fer, le cuivre ou l'aluminium? C'est vrai qu'à première vue, beaucoup de métaux sont gris, brillants et assez lourds. Pas facile de les distinguer. Mais heureusement, chacun possède une petite signature secrète, une propriété physique unique qui le trahit. C'est un peu comme son empreinte digitale. Et voici les astuces pour jouer au détective des métaux. L'aimant est le meilleur ami. S'il colle, c'est du fer. Si le métal a des reflets orangés, presque rouges, pas de doute, c'est du cuivre. Pour l'aluminium, c'est simple, c'est le poids plume de la bande. Et enfin, si c'est gris mais que l'aimant l'ignore complètement, on a probablement affaire à du zinc. Après les métaux, on s'attaque à une famille encore plus diverse, les plastiques. Et comme pour les métaux, le mot plastique est un terme générique qui cache en réalité une immense variété de matériaux aux propriétés bien distinctes. Il existe aussi des tests tout simples pour les plastiques. Si un morceau de plastique flotte dans l'eau, il y a de fortes chances que ce soit du polyéthylène, comme celui des bouteilles de lait. Le PVC, qu'on trouve dans les tuyaux, a une signature unique. Il brûle avec une flamme verte. Et enfin, le polystyrène des pots de yaourt, lui, a la particularité de se dissoudre dans l'acétone. Bon, on a vu qu'il existe différents matériaux, qu'ils sont regroupés en familles et que chacun possède des propriétés uniques. Maintenant, avec toutes ces connaissances, on peut enfin revenir à notre question de départ et comprendre la logique derrière chaque choix. Cette citation le dit parfaitement. Rien n'est laissé au hasard. Chaque choix de matériaux est une décision mûrement réfléchie, basée sur un cahier des charges très précis. On cherche la propriété exacte, la solidité, la transparence, l'isolation, qui correspond parfaitement à la fonction de l'objet.
Voilà, c'est le point crucial. La raison pour laquelle une chaise est en bois, c'est pour sa solidité et son esthétique. La raison pour laquelle une fenêtre est en verre, c'est pour sa transparence. La fonction, l'usage de l'objet, détermine le choix du matériau. C'est aussi simple et en même temps aussi complexe que ça. Alors la prochaine fois qu'on tient un objet entre les mains, la question se pose. Pourquoi ce matériau et pas un autre? C'est en se posant cette question que le monde ordinaire révèle son ingéniosité cachée et devient soudainement bien plus fascinant.